voudrais qu'on revienne un instant sur Emmanuel Macron, sa position dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Que se passe-t-il ce soir? Alors, le président iranien a sonné la fin de la récréation en disant, alors écoutez, c'est simple, les activités nucléaires vont continuer. Voilà, quelles que soient les circonstances. C'est peut-être présomptueux. Ah ben, c'est ce qu'il a déclaré. Voilà, donc si vous voulez, c'est vrai que l'initiative européenne de ramener Téhéran à la table des négociations, ça n'arrivera pas. Téhéran ne négocie pas. Et avec qui négocier? Emmanuel Macron, effectivement, l'a annoncé cet après-midi, mais enfin la réponse, c'est évidemment pas la réponse du président iranien Emmanuel Macron, on est bien d'accord. Mais ce que dit ce soir le président iranien est une réponse en substance. Il n'y aura pas de négociation. Emmanuel Macron est un peu pieds et poignets dans cette affaire, non? Est-ce que c'est aussi une réponse à Trump? Parce que Trump était aussi sur une ligne, au départ c'est lui qui lance les négociations avec le régime iranien. Et donc sa démarche était d'éviter une intervention militaire. On ne saura jamais si Netanyahou lui a un peu forcé la main, ou est passé un peu en force, ou bien si tout ça s'est fait de parfaite intelligence entre les deux. Mais il était sur une ligne de négociation. Et là, je trouve que notre brave guide suprême, ce brave homme... oui, avec des guillemets, je précise. Oui, bien sûr. Oui, au cas où. Non, au cas où. Je ne crois pas que Philippe Guibert soit un adepte du régime des mollahs. Je le confirme. Ouais. Et bien présomptueux, parce que avec un discours comme ça, il n'arrêtera pas vraiment Netanyahou. Non, mais c'est un discours guerrier. C'est un discours extrêmement guerrier, provocateur. Donald Trump envoie quand même des bombardiers dans le Pacifique. On ne sait pas quelle est la position de Donald Trump, qui veut absolument, qui n'aime pas les conflits, qui n'aime pas les guerres. Mais ça peut être une réponse, en tout cas une mise en garde. C'est intéressant de voir la différence entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de gens reprochent à Emmanuel Macron de vouloir négocier, sans voir que c'est exactement, en effet, le positionnement de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il se donne 2 semaines pour voir comment il agit. On sait qu'il y a des tensions, évidemment, internes aux États-Unis, Donald Trump ayant été élu précisément pour ne pas faire ce qu'il pourrait s'apprêter à faire, c'est-à-dire une guerre extérieure aux États-Unis. Donc on sait qu'il y a de très fortes tensions et résistances en interne, parce qu'il avait lui-même des mots extrêmement durs sur toutes ces aventures guerrières américaines à l'étranger. Mais simplement, la question qui se pose, moi, c'est pas tellement le fait de chercher à négocier en diplomatie et pas un mal en soi, évidemment pas. Simplement, la question est de savoir quels sont les moyens de négociation d'Emmanuel Macron. C'est ça, évidemment, que la question qui se pose aujourd'hui et qu'on se pose tous. Et même d'ailleurs, justement, même au niveau européen. Ouais. D'ailleurs, on le voit. Oui, pas que Emmanuel Macron. C'est pas particulièrement Emmanuel Macron. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, parce que le guide suprême répond sur le terrain qui est le sien depuis 25 ans de négociations, parce qu'on n'a pas commencé les négociations la semaine dernière. Donald Trump avait dit il y a 60 et quelques jours, du coup, on vous donne 60 jours pour venir à la table des négociations. Israël a frappé le 61e jour. Donc, à la fin de cette période de l'attente, évidemment, alors je ne sais pas s'il y a eu un bras de fer entre Netanyahou et Trump, mais c'est sûr qu'il y a eu l'aval de Trump, en tout cas, pour y aller. Et d'ailleurs, il a montré sa bonne volonté, on va dire, dans l'attaque menée par Israël. Simplement, d'abord, qu'est-ce qu'on veut négocier? Sur le terrain du nucléaire, est-ce qu'il y a le terrain politique aussi? En fait, il y a des buts de guerre qui sont très différents selon les intervenants. Israël a été très clair, Netanyahou a été très clair. Il y a le but premier qui est de détruire le nucléaire, en tout cas de retarder le développement du nucléaire aujourd'hui en Iran. Et le deuxième but qui est désormais très clair, c'est celui du changement de régime. Emmanuel Macron accepte le premier but, refuse le second. Et par ailleurs, on a vu dans la diplomatie française, Sébastien Lecornu en a parlé, Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron lui-même, disant même des bombardements sur les sites nucléaires ne régleront pas le problème. Pourquoi ? Parce que en effet, l'Iran est un pays qui regorge de ressources humaines très compétentes sur la question nucléaire, et bon, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez eux. Vous pouvez tuer les gens qui sont actuellement dans les sous-sols, vous pouvez retarder le programme, mais alors moi je sais pas quel est l'état d'avancement exact, ce qu'ils ont pas, comment on pourra avancer, comment ils pourraient reprendre après un bombardement, j'en sais rien, mais en tout cas Khamenei n'arrêtera pas de dire ça en effet. Maintenant, avec qui négocier, c'est la question que vous posiez, c'est la plus intéressante. Parce que on négocie pas avec des terroristes, Charlotte Dornelas. Non, mais la question, là en l'occurrence, c'est un gouvernement. Avec son ennemi, si on veut négocier. Mais oui, en fait, en diplomatie, on ne négocie qu'avec des. Enfin, je veux dire, la diplomatie n'a pas été créée pour parler à ses amis.
Donc, non, mais bien sûr, mais enfin, là, ce sont des terroristes, on est bien d'accord. Non, mais il y a oui, qui terrorisent leur peuple. C'est un État. C'est un État. C'est comme si on négociait avec le Hamas. C'est pas la même chose. Non, non, c'est pas un gouvernement. C'est un groupe terroriste. C'est pas un gouvernement en place. C'est pas un place. gouvernement, c'est pas un État. Mais c'est d'ailleurs une question qui s'était posée, de classer les ayatollahs comme mouvement terroriste. Ça n'a jamais été fait parce que c'est très compliqué également, j'imagine, de le faire. Alors là, on rentre dans des détails juridiques, politiques, diplomatiques que je maîtrise pas nécessairement. Non. Mais la question qui, moi, me semble intéressante, c'est que si quand Khamenei fait une déclaration pareille, Donald Trump ou Emmanuel Macron d'ailleurs voit bien que c'est pas un terrain de négociation qu'il est en train d'installer, Khamenei. Ça, c'est sûr et certain. Mais y a-t-il d'autres gens en Iran, voire même au sein du gouvernement, avec qui il est possible de négocier? Il y a un indice qui est un peu signe d'espoir, j'ai envie de dire, pour les Iraniens en premier, évidemment, pour Israël et pour toute la région et voire même le reste du monde, tous ceux qui voudraient la chute des mollahs. C'est que si Israël a pu pénétrer au niveau du renseignement de manière aussi stupéfiante en Iran, c'est que c'est un régime extrêmement corrompu. Oui, bien sûr. Parce que pour avoir autant de renseignements, ça veut dire qu'il y a des gens avec qui il est possible de négocier pour les retourner au cœur même du système. C'est évidemment, quand vous êtes à la tête d'une puissance comme les États-Unis, mais même en Europe ou voire en France, c'est une donnée qui me semble pas complètement absurde de prendre en compte. La seule chose, le seul problème qu'on a depuis quelque temps, pardon, après j'arrête de parler, mais le seul problème qu'on a depuis quelque temps, c'est qu'on voit la diplomatie se faire. On a vu la rencontre Zelensky-Trump, tout est en mondovision et on nous fait des déclarations par-ci par-là et elles ne sont évidemment que parcellaires, mais nous on a l'impression d'avoir toutes les données du puzzle. Évidemment qu'on les a pas. Non, mais comme ils parlent toute la journée, on a l'impression de les avoir. Donc on est un peu perdu là dans ce moment. On se dit Trump attend, mais il attend quoi? Parce qu'on a l'impression de savoir, évidemment on ne sait pas. Et Emmanuel Macron, au milieu de tout ça, on a évidemment le sentiment que l'Europe est surtout absente, en l'occurrence, des négociations entre les puissants. Non mais c'est exactement ça, il faut dire les choses. Bien sûr, Charlotte Dornelas a raison. L'Europe ne pèse rien. Non mais alors, si pas grand-chose dans ces négociations, Philippe Guibert. C'est vrai que les pays européens ne pèsent pas grand-chose. Ils avaient pesé en 2015 lors du premier accord, à l'époque d'Obama, où ils avaient fait pression dans la négociation. C'est Trump qui a rompu cet accord. Alors qu'à l'époque, quand même, l'agence du nucléaire, pendant les 2 ans qu'on suivit, avait constaté qu'il n'y avait pas d'aggravation de la situation nucléaire en Iran. Et Trump avait rompu pour des raisons de politique intérieure, surtout, par rapport à Obama, son prédécesseur. Et donc là, c'est Trump qui a voulu reprendre l'initiative en direct, puisque Trump est toujours contre le multilatéral. Donc il n'a pas du tout associé les Européens. Et donc de fait, aujourd'hui, les pays européens, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, on est quand même principalement commentateurs. Alors on peut essayer de se glisser un peu comme entre l'Ukraine et la Russie et les États-Unis. Mais Trump est dans une logique solitaire, bilatérale, et donc il ne laisse pas beaucoup de place à l'Europe. C'est très difficile pour l'Europe. Honnêtement, pour la diplomatie de la France ou de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne ou des autres pays européens, aujourd'hui le positionnement n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que s'ils veulent tenter d'être acteurs, ils ne peuvent, à mon avis, tenir que le discours qu'ils tiennent là. Oui, donc avec un élément quand même ne peut que subir. Avec un élément quand même qui est que non seulement il y a ce que rappelait Charlotte sur les engagements de Trump en campagne électorale, mais il y a aussi quand même une dimension qui est que si les Américains finissent par envoyer cette fameuse bombe GLU 2B, je crois. Si jamais ça arrive, on part dans un conflit généralisé, là. Il y a cette question assez... Voilà, exactement, Pascal. Ce que ce serait terrible, là. Que font la Chine et que fait la Chine et que fait la Russie. La Russie, on peut penser qu'ils sont bien occupés sur le front ukrainien, mais la Chine, est-ce qu'elle laisse les États-Unis contribuer au renversement d'un régime? C'est une vraie question quand même. Avec qui elle a des intérêts, parce que ce qui est très intéressant en effet dans l'implication des grandes puissances, c'est que c'est aussi une région du monde, vous savez, on parle beaucoup ces derniers temps de est-ce qu'il est raisonnable ou pas en toute chose de comparer la situation actuellement en Iran, à ce qui s'était passé en Irak en 2003, à ce qui s'est passé en Libye, en Afghanistan. En fait, c'est une guerre de plus, on va dire, parce que ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye ou en Irak, c'est peut-être ce qui s'est passé avec la révolution islamique en Iran, en réalité. Donc là, c'est la guerre d'après qui se profile. En revanche, il y a quelque chose qui est comparable. C'est comment le peuple iranien va supporter que son pays devienne le terrain de jeu des puissances du monde entier. Bien sûr. C'est ça le risque. Oui. Et là, il peut y avoir un retournement de situation auquel personne ne s'attend. Parce qu'on se dit aujourd'hui, formidable, les Iraniens seront libérés des mollahs. Mais attention,
attention à la manière dont c'est fait, attention aux conséquences, parce que l'Iran est un pays homogène religieusement, mais pas ethniquement. Non, loin de là. Donc il y a évidemment un risque de fracturation qu'on a vu en Irak, qu'on voit se profiler en Syrie également. Donc il y a énormément de données. C'est une région évidemment compliquée, ça c'est pas nouveau. Mais il y a des imbrications de puissances qui font de cette région leur terrain de jeu depuis quand même quelques années et qui désespèrent absolument les populations, avec des conséquences qui peuvent être absolument désastreuses. Et là, je pense qu'il y a une comparaison possible avec les guerres anciennes. Comparaison, évidemment, qui n'est pas en tout point la même chose. L'Iran est un pays différent de l'Irak, évidemment. Les populations sont différentes. Le ressort politique est différent également. Et par ailleurs, même les gouvernements en place et la volonté de changement de régime ne s'adressent pas au même gouvernement non plus. Mais il y a des similitudes quand même qu'il faut regarder avec prudence, à mon avis. J'ajoute un point très court, c'est qu'on ne sait pas exactement comment la population ressent ces bombardements. On a des échos, il y a un papier dans Le Monde cet après-midi, il y a très peu d'Iraniens qui arrivent à communiquer. Mais il n'y a pas Internet, donc c'est impossible. Donc alors il y a des moyens de contourner. Moi j'ai tenté plusieurs fois, ça fait quand même 2 semaines que je suis sur le dossier, Philippe Guibert. Tous les jours, on ne peut pas joindre les Iraniens sur place. Qui était dans le mouvement justement des femmes, une opposante au régime, et qui dit la population vit très mal les bombardements, parce que comme ils ne sont pas prévenus des bombardements, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 400 morts, c'est pas que des militaires. Non, et mais donc attendez, la population civile commence à souffrir. C'est mais c'est épouvantable la population civile. Je répète la même chose, le régime n'a rien fait pour les protéger. Oui, mais ils peuvent se retourner contre Israël et a fortiori contre les États-Unis. C'est ça, le vrai risque, c'est de générer une détestation. C'est-à-dire 80% des Iraniens sont contre le régime, ce qui est vrai. Quand vous prenez des bombes sur la figure et que vous avez des morts et des blessés, votre point de vue finit par changer.